Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'attirance. On est attiré par un type bien précis de personne, même si on sait par exemple que c'est pas ce qu'il nous faut. Donc là, je pense, je sais pas si ça se dit toujours, je commence à être vieille pour sortir ce genre de phrase, mais je me souviens quand j'étais jeune, on disait ouais, je suis attirée par les bad boys. À mon avis, ça se dit plus comme ça aujourd'hui. Mais ça se dit encore. Hein. Oui, mais comment tu peux identifier ton problème, mais en fait aller à l'inverse de ce qu'il te faut? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. Si tu as une peur d'abandon, pourquoi tu vas vers... tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'en général, alors, il y a deux choses. Souvent, c'est pas conscient. Donc là, bon, c'est pas conscient, on est dans un schéma et on comprend. On n'a pas capté vraiment pourquoi est-ce qu'on était dans ce schéma. Donc ça, c'est très souvent. Et d'autres fois, on a conscience au niveau mental, mais c'est pas pour ça qu'on arrive à le faire. C'est comme, je sais que manger ce chocolat va encore me faire prendre du poids, mais c'est pas pour ça que j'ai pas le manger. Tu vois, il y a quand même un truc de comprendre ne suffit pas forcément à réussir à s'en sortir parce que le lien transgénérationnel est trop fort. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadila-Bella, je ne suis pas accompagnée de mon acolyte préféré aujourd'hui, mais j'ai une invitée particulière. Donc En face de toi, saison 4, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Donc, hello la team, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode qui ne sera pas avec Christin. Christin est en bac, mais j'ai une invitée particulière. Donc, sans plus tarder, c'est parti. On l'accueille. Attention, roulement de tambour. Bonjour Jenny. Bonjour Amandine. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et merci de me recevoir. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode qui, j'en suis sûre, va parler à énormément de personnes. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Jenny, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Jennifer de mon vrai prénom. Je suis praticienne et surtout formatrice en psychogénéalogie. Je suis aussi une maman qui vit dans le sud du Portugal maintenant depuis quelques années et ces dernières années j'œuvre à accompagner les femmes notamment, mais les personnes à comprendre ce qu'elles vivent au quotidien, ce qui surtout les freine dans leur quotidien pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus léger, de plus épanouissant. Et voilà, c'est vraiment un métier passion pour moi. D'accord. Alors Jenny, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la psychogénéalogie et l'analyse transgénérationnelle? Alors la psychogénéalogie, c'est vraiment une approche thérapeutique qui vient prendre en compte ce fameux transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on a compris que ce qu'on vivait dans le présent, dans notre quotidien, pouvait être un petit peu, voire beaucoup, influencé par ce qui s'est passé dans notre héritage familial. Et quand je parle d'héritage familial, je parle pas de maison dont on a hérité, d'argent, etc. Je parle vraiment des émotions, des non-dits, des traumas qu'il y a pu avoir dans la famille et qui se transmettent de manière indicible, de manière inconsciente. Et tout ça, ça vient finalement nous influencer dans nos choix de vie, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on expérimente, dans nos propres émotions. Et donc prendre en compte tout ça pour pouvoir mieux s'en libérer, mieux s'en détacher, mieux s'en désidentifier et du coup avoir une vie différente, toujours dans cette quête d'épanouissement, d'être davantage heureux, de faire des choix qui nous ressemblent, etc. D'accord. Est-ce que cette transmission, est-ce qu'elle est plus ciblée chez les femmes ou est-ce que les hommes aussi sont sujets à ça? On est tous touchés par ces transmissions parce qu'on vient tous d'un arbre généalogique, on a tous des parents, peu importe la relation qu'on a avec eux, on est tous issus d'un père, d'une mère, et donc il y a des histoires de chaque côté, il y a des grands-parents, il y a des arrière-grands-parents, etc. À une époque lointaine, on pensait qu'on portait davantage les héritages de la mère parce que c'était elle qui nous portait dans son corps, mais en fait, il y a vraiment aussi des transmissions du côté du père, donc vraiment, on est tous concernés. D'accord. Alors, nous, on aimerait parler au sein du couple. Donc, quels signes ou comportements dans une relation de couple peuvent indiquer la présence de traumatismes transgénérationnels qui ne sont pas résolus? Donc, en fait, je te pose cette question-là parce que très souvent, quand on a fait des épisodes d'En face de toi, encore une fois, hein, Christin et moi, on n'est pas du tout professionnels. Mais c'est vrai que
on s'est rendu compte, de par nos expériences et même de par les témoignages des personnes, que il y avait des choses en fait qui se passaient du fait du passé, du passif de chacun. Et quand on est dans des relations, malheureusement, on se rend pas compte, tu vois, que ça peut avoir un impact sur le couple. Donc, quels seraient les signes, tu vois, qui peuvent décrire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Alors c'est hyper intéressant parce qu'il y a énormément, en vérité, de choses à dire. Le couple, les relations amoureuses, c'est vraiment pour moi une lampe torche qui vient mettre en lumière toutes nos blessures, tout ce qu'on n'a pas finalement digéré émotionnellement. C'est vraiment une espèce de catalyseur comme ça de tout ce qu'on porte en nous. Et il y a plein de choses qui peuvent indiquer qu'il y a des transmissions transgénérationnelles, notamment les schémas répétitifs. Les schémas où on se dit « je comprends pas », je répète toujours la même chose, je tombe toujours sur le même type de personne, j'attire toujours le même type de personne, j'ai l'impression que je sais que je vais foncer dans le mur mais j'y vais quand même. Souvent c'est des phrases que j'entends beaucoup et ça c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une mise en lumière de je vais vers quelque chose qui ne me convient pas ou qui me fait souffrir, je le sais, donc au niveau du mental, je le sais, si je me mens pas trop et si je me raconte pas trop d'histoires, je suis bien au courant que c'est pas ce qu'il me faut. Et pourtant, j'y vais quand même. Il y a quelque chose comme de plus fort que moi qui fait que j'y vais quand même. Donc ça, c'est un indice que probablement on est influencé par une mémoire transgénérationnelle, par ce qu'on appelle une loyauté transgénérationnelle. On pourra revenir sur ce terme par la suite si tu le souhaites. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'attirance. On est attiré par un type bien précis de personne, même si on sait par exemple que c'est pas ce qu'il nous faut. Donc là, je pense, je sais pas si ça se dit toujours, je commence à être vieille pour sortir ce genre de phrase, mais je me souviens quand j'étais jeune, on disait ouais, je suis attirée par les bad boys. À mon avis, ça se dit plus comme ça aujourd'hui. Mais il y a ça se dit encore. Vraiment, ouais, je comprends pas. Moi, je suis attirée par les bad boys. Le principe du bad boy, c'est quand même pas un mec sain, c'est quand même pas un mec qui prend soin de toi, c'est pas le mec le plus gentil. Alors pourquoi est-ce qu'on est attiré par ces personnes qui, finalement, vont finir par nous faire souffrir, etc. Ça peut être une mise en lumière de tout le monde, normalement, dans les relations amoureuses, la base, c'est qu'on a envie d'être aimé. On a envie de se sentir bien, on a envie que ce soit une safe place, on a envie d'être, voilà, dans quelque chose de doux. Et la représentation du bad boy, c'est pas du tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait que malgré cette envie d'amour, on a quand même une attirance vers quelque chose de souffrant? Ça, c'est une mise en lumière potentielle d'une mémoire transgénérationnelle qui fait que malgré ce qu'on souhaite consciemment, l'inconscient nous pousse vers quelque chose de plus souffrant, peut-être pour répéter ce qui se passe dans l'arbre. Mais alors, si je comprends bien ce que tu dis, donc si par exemple je suis attirée par le profil bad boy, ça voudrait dire que dans ma famille ou du moins dans mes ancêtres, ça veut dire qu'il y a un individu que alors je sais pas si j'ai vu ou en tout cas qui existe dans ma famille et qui du coup a un ascendant sur je sais pas mes choix parce que j'arrive pas en fait à comprendre parce que tu l'as dit toi-même, on sait que c'est pas bien mais on y va quand même. Mais comment ça se fait que le fait que ce soit plus fort que nous, comment ça se fait qu'on y aille en fait? Ouais. En fait, si tu veux, ce qui se transmet dans l'héritage transgénérationnel, il y a différentes choses. Il y a ce qu'on appelle les loyautés familiales. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, être loyal à sa famille, même celle qu'on n'a pas connue. Et en fait, ça peut être très inconscient parce que on peut être loyal, par exemple, on reprend la boîte des parents, l'entreprise, etc. Si vraiment ça nous passionne, c'est 100% ok et c'est très bien. Par contre, si on le fait par loyauté et non pas par goût, c'est autre chose. Et donc ça, c'est vraiment un exemple d'une loyauté où on n'est pas aligné avec qui on est. Ça, c'est assez visible, ça peut être assez conscientisé. Par contre, il y a des loyautés qui sont beaucoup plus inconscientes. Par exemple, je choisis un type de conjoint qui ressemble au conjoint que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ont choisi. Ça ne me correspond pas, mais par loyauté, je suis en train de répéter le schéma. Par exemple, d'aller vers des bad boys, ou si on parle de choses un petit peu plus graves, d'aller vers des hommes violents, d'aller vers des hommes non stables, d'aller vers des femmes qui ne sont pas stables, etc. Parce que c'est ce qui s'est passé dans la famille, c'est comme les règles de la famille, et que inconsciemment je répète la même chose parce que dans l'inconscient, la famille c'est le clan, et ne pas leur être loyal, c'est comme les trahir. Et aujourd'hui, là où on vit, normalement, on a un contexte géopolitique pour nous qui est quand même assez safe, donc on est plus concerné, mais à une époque, quand on sortait du clan,
Il y avait vraiment cette notion très clanique. On se mettait en danger ou on mettait sa famille en danger. Il fallait rester hyper soudé pour se protéger. Et donc, il y a quelque chose dans l'inconscient qui restait de cet ordre-là. Si je sors des règles du clan familial, c'est comme si inconsciemment, j'étais en train de me mettre ou les mettre en danger. Donc, je répète les loyautés, je répète des choses qui s'est passées dans la famille, même si ça me fait souffrir, parce que ce qui est plus souffrant, c'est de réussir à les trahir quelque part. Mais est-ce que ce discours-là, c'est le même discours pour une personne? En fait, comment dirais-je? C'est un discours pour une personne qui est en lien avec sa famille? Ou c'est le même discours pour une personne qui n'est pas en lien? Par exemple, pour une personne qui est adoptée? Est-ce que c'est la même chose? C'est exactement la même chose, parce que c'est vraiment dans l'inconscient. L'épigénétique, qui est une certaine branche de la science, a prouvé que, par exemple, quand il y a un trauma, parce que ce qui se transmet, c'est évidemment, on a des belles choses qui se transmettent. Donc ça, c'est vrai que j'en parle moins, mais ça existe. Faut quand même le souligner pour pas déprimer tout le monde. Oui. On a des belles qualités, on a des dons qui se transmettent. Donc ça, on le chérit, on le garde, il y a pas de souci. Mais tout ce qui se transmet et qui nous impacte négativement sont de l'ordre du trauma. Donc les traumas qui ont été vécus par nos aïeux sont de l'ordre du non-dit. Donc tout ce qui est lié à des hontes, on n'en parlait pas, etc. Surtout que nous, aujourd'hui, à notre époque, on a pris conscience qu'on avait des émotions, des sentiments et que c'était bien de les exprimer, d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui se passait. Mais à l'époque de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on mettait sous le tapis, on n'en parlait pas, on enfermait dans des tiroirs, on faisait comme si de rien n'était. Et donc, du coup, tout ça, tout ce qui n'est pas digéré finalement, tout ce qui n'a pas été guéri dans le sens émotionnel, rejaillit dans les générations suivantes parce qu'il y a comme une blessure qui a été laissée à vivre. C'est-à-dire qu'il y avait une plaie, on a foutu un pansement dessus, on n'a pas pris le temps de désinfecter, de soigner, etc. Donc elle est toujours là, en fait. Du coup, donc d'autres choses qu'on peut reconnaître dans les relations amoureuses et le couple au sujet des transmissions transgénérationnelles, c'est aussi qui on va choisir. Donc là, pareil, le choix du conjoint, le choix de la conjointe peut être soit une loyauté, donc je répète quelque chose qui se passe dans la famille. Et ça, par exemple, on le voit culturellement parlant. On va choisir quelqu'un de la même confession, ou dans certains niveaux sociaux, statut social, on va rester entre nous. Je sais pas, dans la bourgeoisie, par exemple, on va avoir tendance à choisir un conjoint qui est du même niveau social. Mais ça, c'est du conscient, du coup. Là, c'est pas de l'inconscient. C'est du conscient et de l'inconscient. Là où c'est conscient, c'est que on sait qu'on le fait. Là où ça peut être inconscient, c'est que on sait pas exactement, que c'est pas aligné avec ce qu'on veut. Ou alors, on choisit une vie qui nous ressemble pas. On le fait par dépit, tu vois, et on voit pas la souffrance qu'il y a dedans. D'accord. Si on est très heureux de choisir, tu vois ce que je veux dire, il y a aucun souci. En fait, c'est comme reprendre l'entreprise des parents. Si vraiment le métier nous porte, on aime ça et on le fait pour nous, c'est totalement ok. Par contre, si on le fait par loyauté, ça l'est moins à ce moment-là, et il peut y avoir une souffrance qui n'est pas entendue. Et puis, il peut y avoir aussi des réparations. Ça, je l'ai déjà vu, des choses hyper intéressantes, notamment quand il y a des mémoires de guerre ou des mémoires de colonisation. Par exemple, moi, je vis maintenant au Portugal et j'avais entendu le témoignage d'une femme portugaise qui parlait beaucoup, qui disait que quand elle était jeune, elle était outrée par toute l'histoire de la colonisation du Portugal, notamment avec l'Angola, etc. Et en fait, plus tard, adulte, elle a choisi de se marier avec un Angolais et d'avoir des enfants avec un Angolais. Donc, dans l'histoire, une partie de sa famille a colonisé, a fait partie des colons de l'Angola, mais elle, par réparation inconsciente, elle est partie choisir un Angolais. Je vois ça aussi beaucoup avec la guerre d'Algérie, où des familles françaises se mettent en couple avec des Algériens. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour et qu'on choisit pas son conjoint par amour, mais dans l'inconscient, il peut y avoir un besoin de réparer ce qu'on estime être une injustice à un moment dans l'histoire transgénérationnelle. Donc ça, c'est encore un exemple. Waouh. Ok, voilà, c'est très fort. Ouais, il y a plein de choses qui, des fois, c'est dans les prénoms. Par exemple, on est une famille. Alors des familles françaises de souche, sur des générations, il y en a de moins en moins maintenant. Mais en tout cas, à une certaine époque, si tout d'un coup, on a un prénom totalement étranger, je sais pas, un prénom allemand, par exemple, qui n'a rien à voir et il y a aucun allemand dans la famille, il y a déjà eu des histoires où on s'est rendu compte que, en fait, ça avait fricoté pendant la guerre avec les Allemands et que il y avait un truc qui était ressorti même au niveau des prénoms à ce moment-là. Des secrets, en fait. Des secrets, des non-dits, des choses qui sont honteuses, qui ont besoin d'être mises en lumière, qui ont besoin d'être
exprimées, qui ont besoin d'être guéries parfois. Parfois, c'est des choses qui ont besoin d'être terminées, etc. Et mais puis, du coup, alors, pardon, vas-y. Non, je termine sur la dernière chose qu'on peut voir dans le couple, c'est tout ce qui est croyance ou ce qu'on appelle aussi programme, c'est-à-dire la vision de l'homme, la vision de la femme. Moi, par exemple, j'étais persuadée que tous les hommes étaient des cons, qu'ils étaient forcément tous infidèles. Et depuis toute petite, hein, mon père me dit souvent, mais quand t'étais ado, dès qu'il y a un mec qui te regardait, tu pétais un câble. Il y avait une espèce de haine de l'homme, de colère de l'homme, que je ne comprenais pas, puisque avant même que j'ai eu des relations, je portais déjà ça. Évidemment, je suis allée l'expérimenter, hein, puisque j'ai choisi après un homme violent, etc. Donc j'ai rejoué aussi moi-même des scènes pour valider cette croyance-là, jusqu'au moment où, quand j'ai découvert la psychogénéalogie, j'ai compris que j'étais en loyauté et que ce programme de l'homme n'est pas fiable, ben, je le portais de par mon histoire transgénérationnelle. Donc, on va avoir des programmes, les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça, le couple, c'est l'engagement, on risque de perdre sa liberté, etc. Parce que, oui, par exemple, je pense à une histoire d'une cliente. Toutes les femmes de sa famille, lorsqu'elles se mettaient en couple, devaient abandonner leurs projets, leurs études. Même à une certaine époque, on pouvait être institutrice, etc. Et en fait, les femmes ne pouvaient plus travailler, devaient s'occuper des enfants, et c'était pas un choix. Donc, il y avait une espèce de frustration. Et qu'est-ce qui s'est ancré comme croyance au fil des années? C'est que quand on se met en couple, on perd sa liberté. Et après, ça donne quoi des générations après? Une femme qui a envie, évidemment, de se mettre en couple, de créer son foyer, etc. Mais le truc inconscient, c'est que elle l'avait associé à couple égale perte de liberté. Donc, elle était en difficulté dans ses relations amoureuses parce qu'il y avait, j'appelle ça l'élastique dans le dos du transgénérationnel qui lui disait, attention, l'inconscient, c'était, attention, si tu te mets en couple, tu vas perdre ta liberté. Donc, qu'est-ce qui se passait? Elle allait inconsciemment choisir que des hommes avec qui ça n'allait pas durer, pour être sûre qu'elle n'allait pas perdre sa liberté. Tu vois la dissonance entre consciemment je veux trouver quelqu'un avec qui ça va fonctionner, mais l'inconscient lui il dit non, moi dans mes mémoires, je sais que si on trouve quelqu'un avec qui on s'engage, tu vas perdre ta liberté. Donc inconsciemment, elle choisissait les fameux bad boys ou hommes non fiables pour être sûre inconsciemment qu'elle n'allait pas s'engager et perdre cette fameuse liberté. Ah oui, c'est très fort cette notion de conscient et d'inconscient et en tout cas moi j'ai du mal à me dire que l'inconscient peut primer sur ton conscient et peut te faire prendre des décisions qui vont impacter tout le reste de ta vie. Mais du coup, comment deux personnes dans un couple peuvent identifier leur trauma? Est-ce que c'est parce que voilà, tout à l'heure, tu as parlé de sujets tabous. Je pense que plus ou moins dans chaque famille, il y a un peu, tu vois, des petits sujets tabous qu'on n'ose pas forcément aborder. Comment on peut faire? Comment on peut faire pour essayer de délier un petit peu déjà d'identifier le problème? Est-ce que c'est par des questionnements de son entourage? Est-ce que c'est quelles méthodes en fait peuvent nous permettre à identifier des traumatismes, que ce soit conscient du coup et même inconscient, ou ce serait que inconscient? Il y a des choses dont on peut avoir conscience, mais des fois, j'appelle ça l'arbre qui cache la forêt. Par exemple, je vais avoir une femme qui va venir me voir et me dire « Moi, je sais c'est quoi ma problématique, j'ai peur du manque. J'ai peur de manquer d'argent, j'arrive pas à me lancer dans mon entreprise parce que j'ai peur de pas avoir d'argent. » Et avec l'expertise qu'on a en psychogénéalogie, en analyse transgénérationnelle, on va très vite se rendre compte que sa problématique, c'est pas qu'elle a peur de manquer d'argent, sa problématique, c'est qu'elle a peur d'en avoir, en fait. Parce que dans son histoire transgénérationnelle, à un moment, il y a eu beaucoup d'argent, il y a eu un drame à cause de ça. Et donc, du coup, sa croyance à elle, c'est que si j'ai de l'argent, il va m'arriver quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que dès que j'ai de l'argent, ça me glisse entre les mains, je le dépense et je le garde pas. Je fais en sorte. Réussir. Et oui, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient si tu veux, l'inconscient, on pourrait dire, il sabote quelque part. Mais lui, il est pas au courant, il fait pas la différence entre positif, négatif. Il est juste en train de se dire, moi, dans mon programme, je sais qu'il y a ça, donc je veux juste me tenir au chaud dans ce que je connais. L'inconscient a horreur de l'inconnu. Donc si dans l'inconscient, il a ancré que les relations amoureuses devaient être souffrance,
on va avoir tendance à aller vivre des relations amoureuses souffrances tant qu'on n'aura pas fait un travail dessus, parce que c'est ce que l'inconscient connaît et qu'il est dans du connu et que c'est plus confortable que d'aller dans quelque chose d'inconnu. Voilà pourquoi, des fois, quand on est dans ce système-là et que tout d'un coup on tombe sur quelqu'un de sain, avec qui on sent que ça pourrait bien se passer, on sabote le truc. Ou il est trop gentil, ça va pas, on fuit la relation parce que l'inconscient, lui, il voit gentillesse, safe place, ça lui va, c'est compliqué en fait. C'est pas du connu. Donc voilà pourquoi des fois on fait foirer des relations qui étaient bien parties parce que ça le sort trop de ce qu'il connaissait. Donc vraiment, je dis toujours, un couple, c'est pas juste deux individus qui se mettent ensemble. C'est deux individus avec tout leur bagage et leur valise transgénérationnelle qui se mettent ensemble. Et donc la première étape, c'est que chaque élément du couple puisse faire un travail personnel. Parce que ce qui va se jouer dans le couple, c'est vraiment l'expression des douleurs et des héritages de chacun. Donc évidemment, il y a ce qui nous appartient à nous tout seuls, mais il y a aussi tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel. Et il y a déjà une première étape de prise de conscience. Donc c'est vraiment le principe de se faire accompagner en psychogénéalogie. Ça veut dire qu'on va aller comprendre ce qui se joue aujourd'hui, on va faire des liens avec l'histoire familiale, on va conscientiser, et une fois qu'on a conscientisé, on fait tout un travail de libération. L'idée, c'est vraiment... Mais donc ça, c'est individuel, du coup. Ça, pour moi, ça doit se faire en premier temps individuellement. Je dis souvent aux femmes que je forme, parce que je forme souvent des femmes en psychogénéalogie, je leur dis, parce que c'est pas un marché qui est pris encore énormément, mais qui fonctionnerait très bien et qui serait hyper pertinent. Je leur dis, mais faites de l'accompagnement juste de couple en psychogénéalogie, ça va être hyper puissant parce que vraiment, ce qui se joue, si tu veux, en psychogénéalogie, on a un top 3 des sujets pour lesquels on va travailler et les personnes viennent nous voir, et les relations amoureuses sont dans le top 3, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très parlant. Et en plus, ce qui est hyper intéressant dans le couple, c'est qu'on se choisit pas par hasard, donc on va choisir une personne qui va venir activer nos blessures, parce que le but quand même dans tout ça, c'est que on arrive à mettre en lumière ce qui va pas pour pouvoir travailler dessus. Donc l'autre va venir en miroir activer nos blessures, et après, soit on est pris dans le marasme et on a la tête dans le guidon, et donc du coup on rentre dans le truc de se faire souffrir et on prend pas le recul de ok, qu'est-ce que je peux faire moi pour aller mieux et ne plus être activé par ce sujet-là, par exemple. Oui, dis-moi. Alors, quand tu dis activer nos blessures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je vais donner un exemple très concret. Juliette se met en couple avec Arnaud. Et Juliette, dans son histoire transgénérationnelle, son arrière-grand-mère est un bébé qui a été abandonné à la naissance. On a retrouvé son couffin sur un parvis d'église. Elle a littéralement été abandonnée par ses parents. Ça s'est transmis de génération. C'est une douleur qui n'a jamais été digérée, par cette arrière-grand-mère. Donc ça s'est transmis sur les générations suivantes. Qu'est-ce qui s'est transmis? Pas l'action d'abandonner un enfant, ça pourrait, des fois il y a des répétitions. C'est pas ça qui s'est transmis, c'est la blessure d'avoir été abandonné. La blessure d'abandon, elle, s'est transmise de génération en génération et elle peut s'exprimer dans d'autres sphères de vie. Aujourd'hui, Juliette, elle a très peur de se faire abandonner par son conjoint. C'est sa plus grande peur dans la sphère du couple, c'est qu'on l'abandonne, c'est de se retrouver toute seule, c'est que son compagnon parte pour quelqu'un d'autre, etc. Et donc, elle va se retrouver avec des conjoints qui vont avoir besoin de grandes libertés, qui vont ne pas la sécuriser à ce niveau-là parce que dans leur propre fonctionnement, eux, ils ont très peur d'être trop engagés, donc ils ont tendance à plutôt avoir besoin de partir, de faire des choses sans elle, etc. Et en fait, ça vient activer sa peur de « je vais me faire abandonner ». Ou alors, elle va vraiment rencontrer des hommes qui vont l'abandonner et c'est la blessure qui est réactivée à chaque fois. Oui, mais comment tu peux identifier ton problème, mais en fait aller à l'inverse de ce qu'il te faut? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Si tu as une peur d'abandon, pourquoi tu vas vers... tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'en général, alors, il y a deux choses. Souvent, c'est pas conscient. Donc là, c'est pas conscient, on est dans un schéma et on comprend. On n'a pas capté vraiment pourquoi est-ce qu'on était dans ce schéma. Donc ça, c'est très souvent. Et d'autres fois, on a conscience au niveau mental, mais c'est pas pour ça qu'on arrive à le faire. C'est comme, je sais que manger ce chocolat va encore me faire prendre du poids, mais c'est pas pour ça que j'ai pas le manger. Tu vois, il y a quand même un truc de comprendre
ne suffit pas forcément à réussir à s'en sortir parce que le lien transgénérationnel est trop fort. Donc tant qu'on n'a pas fait, d'ailleurs c'est pour ça que il y a plusieurs approches en psychogénéalogie. Moi je dis toujours, conscientiser ne suffit pas. Il y a plein de fois où tu prends conscience de tiens, j'ai compris pourquoi je faisais ça, etc. C'est pas pour ça que ça y est, c'est fini et tu feras plus jamais. Bah oui. Il y a vraiment, voilà. Okay. Donc il y a vraiment des outils ou de déprogrammation du cerveau qu'on va utiliser en psychogénéalogie pour ancrer. J'ai conscientisé, maintenant je choisis de stopper ce fonctionnement. Tu sais, les programmes qu'on a, les croyances qu'on a, moi je vois un peu ça comme un ordinateur, quoi, des fichiers où on va vraiment essayer de nettoyer tous les fichiers lourds pour en mettre des nouveaux. J'ai peur de me faire abandonner, je pense que je ne mérite pas d'être aimée. Ok, en fait, je mérite totalement d'être aimée. Je me suffis, je suis suffisante. Et une fois que je suis suffisante, je vais attirer justement d'autres types de personnes dans mes relations amoureuses. Mais du coup, dans ton exemple, l'identification du problème de Juliette, elle en a pris conscience en questionnant sa famille, parce que moi, ma question, c'est ça, en fait. C'est quand il y a des traumas comme ça qui sont transgénérationnels, est-ce qu'il faut aller confronter ses parents, ses arrière-grands-parents, mais pourquoi je suis comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment un travail avec un professionnel qui va, tu vois, essayer de poser des questions et nous faire amener à ce résultat-là? C'est ça, en fait. En général, les personnes qui viennent avec leurs problématiques, mais ne savent pas exactement ce qui se joue. Souvent, elles sentent qu'il y a un lien avec la famille parce qu'elles voient bien que, par exemple, les hommes de la famille n'étaient pas heureux. Par exemple, les hommes de la famille ne réussissent pas en affaires, ou il y a des problèmes d'argent, ou par exemple, les femmes de la famille n'ont pas l'air heureuses en couple. Donc, il y a déjà des petits indices de j'ai l'impression que je suis en train de faire la même chose que certaines personnes de ma famille, mais sans comprendre exactement ce qui se joue. Et ça, le travail, après, on le fait ensemble. D'accord. Et donc, du coup, pour donner un petit peu des pistes comme ça aux femmes ou aux hommes qui sont célibataires, est-ce que il faut se poser des questions sur une analyse par rapport à son passif quand il y a une situation qui est récurrente? Est-ce que c'est ça, en fait? Ouais. Il y a plusieurs indices. Quand une situation est récurrente, quand on n'arrive pas à sortir de ce qu'on appelle les schémas toxiques, les schémas répétitifs. Il y a aussi des fois des personnes qui vont vous dire j'ai telle ou telle émotion et je ne la comprends pas. Comme si elle m'appartenait pas directement. Par exemple, ma haine des hommes, j'avais pas d'explication, tu vois. Pourquoi est-ce que j'ai Après, j'ai vécu des histoires qui auraient pu dire bon bah c'est à cause de ce que j'ai vécu. D'ailleurs, souvent c'est ce qui est embêtant dans le développement personnel, dans l'accompagnement, c'est qu'on va dire bah si tu tombes que sur si ça va pas avec les hommes, je dis les hommes parce que excusez-moi, je m'identifie oui. Si ça va pas avec les hommes, bah c'est parce que tu as rencontré tel homme violent il y a 14 ans et que c'est à cause de ça. Sauf que c'était avant en fait. Cette rencontre n'est que la lampe torche qui est venue mettre en lumière ce que je portais dans mon héritage transgénérationnel. Donc en fait, la psychologie permet d'aller plus loin dans la compréhension. Et c'est vraiment, tiens, c'est bizarre. J'ai, par exemple, pourquoi est-ce que l'engagement me fait si peur? Est-ce que c'est vraiment parce que mes parents ont divorcé ou est-ce qu'en fait, il n'y avait pas un truc bien avant ça? Qu'est-ce que je porte? C'est vraiment, on porte des émotions qui nous appartiennent pas directement. Alors, je dis toujours, c'est pas parce que ça nous appartient pas directement qu'il faut pas en garder la responsabilité. C'est pas, allez, c'est à mamie Germaine, j'y suis pour rien, je ne suis qu'une pauvre victime, etc. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire, ok, je suis de toute façon un humain qui est teinté de toutes ces histoires familiales. C'est quand même prouvé par la science que quand il se passe quelque chose dans la famille, notre ADN, notre génome est teinté de certains traumas, etc. Donc, il y a transmission dans nos gènes et ça s'exprime. Et on peut pas effacer l'ardoise et c'est pas le but. On est le fruit de plein de personnes dans notre histoire familiale, donc le but c'est pas d'effacer complètement l'ardoise. Par contre, aller nettoyer certains traumas qui nous alourdissent au quotidien, ça oui. C'est vraiment le but de la psychogénéalogie, c'est d'aller comprendre que ça m'appartenait pas directement. Ok, quel choix je fais? Je le garde ou je choisis de faire un travail pour me désidentifier de ça et pour avoir une vie et des choix qui me ressemblent davantage. Et est-ce que c'est vrai qu'au début je t'ai posé la question si les femmes et les hommes étaient le plus impactés, mais est-ce que en termes de
d'ethnie ou même de communauté. Est-ce que, de par ton expérience, tu pourrais dire qu'il y a des communautés qui sont plus impactées par ces blessures transgénérationnelles? Quand tu vois, au début, tu nous as parlé de la Portugaise qui s'est mariée avec un Angolais. Tu vois, est-ce que, par exemple, les communautés afro-caribéennes, est-ce qu'elles sont plus teintées, tu vois, de par notre histoire, ou est-ce que c'est vraiment multiculturel? On a tous des héritages transgénérationnels et bien sûr qui sont teintés de l'histoire selon ce qui s'est passé dans le pays. Donc si vous avez dans votre histoire familiale des personnes qui ont dû quitter leur pays en urgence parce qu'il y avait une guerre, ça a un impact. L'esclavagisme, ça a un impact transgénérationnel. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont descendants de par exemple l'esclavagisme sont directement impactées parce que selon ce qui s'est passé dans l'histoire familiale, il y a eu digestion ou pas du trauma. Mais par exemple, moi je sais que j'ai une forte valeur liberté qui est presque trop. Enfin, tu vois, tout le monde a envie de liberté, mais des fois c'est tellement grand que tu sens que c'est pas sain et c'est lié à quelque chose de qui te dépasse. Mais oui, parce que bon, bah, dans mon histoire, il y a eu une telle privation de liberté qu'il y a quelque chose de très fort dans ma famille où maintenant on a un besoin énorme de liberté. Donc oui, on est tous impactés, peu importe l'ethnie, mais ça va vraiment être aussi en fonction de notre histoire familiale. Mais ce qui est important de comprendre, et ça je mets toujours un gros warning quand je fais mes formations, c'est que vraiment je vous invite pas à vous dire ok, qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire familiale? Je vais prendre un petit peu toutes les merdouilles qui s'est passé dans mon histoire familiale et je vais faire les liens avec moi. Bah, ça, c'est vraiment aller projeter. Oui. Excuse-moi, je te coupe parce que j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui nous fait nous dire, ah là, il faut que je me pose, tu vois, la question sur ce qui se passe ou sur ce que je ressens? Bah, ce qu'on disait tout à l'heure, les fameux schémas répétitifs ou les fameuses émotions qui nous appartiennent pas directement, ou vraiment ce sentiment. Moi, j'ai souvent entendu ça en séance de je me sens pas à ma place, j'arrive pas à trouver ma place, j'ai l'impression que je vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois, un malaise vraiment au quotidien que tu n'arrives pas à comprendre. D'accord. Ouais, c'est très fort et je pense que ça pourrait expliquer. Après, bon, voilà, moi, je suis pas professionnelle, mais je pense que ça pourrait expliquer pas mal de situations que malheureusement beaucoup de personnes vivent et qu'elles n'arrivent pas forcément à comprendre. Et tu vois, quand tu disais cette loyauté familiale, tu vois, très souvent dans les couples ou même en tant qu'individu perso, on entend souvent ce truc de ah bah c'est comme ça, je suis comme ça, dans ma famille c'est comme ça. Et en fait, tu vois, ce truc on le prend, on l'assimile, on vit avec, et peut-être que c'est pas une affirmation qui est forcément bonne en fait, parce que on nous a inculqué des valeurs ou même des principes, on pense qu'ils sont bons, et malheureusement on est en train de les reproduire dans un couple. Moi je prends l'exemple du couple, et en fait bah c'est pas forcément bon quoi. Donc ouais, je trouve que c'est hyper intéressant, et pour conclure, comment les couples, ou du moins comment une personne dans un couple qui a des blessures ou qui a des traumas, comment elle peut en faire une force? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut en parler à son conjoint, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut taire et qu'il faut travailler en solo et après, tu vois, venir le mettre sur le tapis? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qu'il faut travailler à deux pour que ce soit une force et pour qu'on puisse avancer? Et est-ce que c'est ce qui justifie, selon toi, aujourd'hui, que beaucoup de couples n'arrivent pas à rester ensemble? Ouais, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de me dire. J'adore le mot force parce que moi je dis souvent, malgré les histoires familiales, parce que crois-moi qu'il y a des histoires familiales qui sont terribles. Moi, depuis que je fais ce métier, je dis toujours les scénarios Netflix, c'est de la gnognotte à côté, quoi. Enfin, vraiment, il y a des histoires incroyables, voire terribles, voire glauques, etc., familiales. Et je pense que dans tout arbre généalogique, si on remonte sur les générations, il y a des trucs terribles. Enfin, ça n'existe pas une famille où il s'est jamais rien passé de particulier, où c'est un long fleuve tranquille. Donc voilà, il y en a partout des histoires comme ça. Et je dis toujours, ce n'est pas une fatalité. Et des pires choses, on peut en faire un terreau pour faire vraiment de belles choses. On peut en faire une force. Moi, j'ai toujours l'image, si tu veux, de ce qu'on appelle en psychogénéalogie le génosociogramme. C'est un arbre généalogique
où tu vois un arbre généalogique, tu es au niveau du tronc et puis tu as l'arborescence de la famille au-dessus de toi. Donc souvent c'est comme ça qu'on le dessine, on se met et puis on fait les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et je dis toujours mais faites-le à l'envers parce que là dans la symbolique, c'est comme si on était écrasé par son histoire familiale au-dessus de nous. Et ben non, mettez-vous en haut, faites l'arborescence dans l'autre sens parce que dans la symbolique, vous pouvez choisir d'être porté par votre histoire familiale. Et tu vois, c'est vraiment, j'en fais une force. Ce qui s'est passé dans ma famille, aussi terrible que ça puisse être, je peux choisir d'en faire une force. Et donc, au sein du couple, j'encourage vraiment la communication. Alors, si on a, parce que souvent, moi, j'ai les femmes du couple, et elles me disent, ah, mon mari, pas trop ouvert, ou quand j'avais les maris qui venaient me voir à l'époque où je faisais des accompagnements, ils me disaient, bah, je suis là parce que ma femme m'a envoyé. Donc, c'est vrai que c'est pas évident que les deux soient ouverts à ça. Donc, si le conjoint, la conjointe n'est pas ouvert à ça, faites quand même le travail parce que de toute façon, c'est tout bénef. Quand les deux sont ouverts à ça, magnifique. Magnifique parce que vraiment, chacun va pouvoir comprendre ce qu'il vit. Ça a un côté très apaisant. Encore une fois, il faut garder la responsabilité de ce qu'on vit, mais mine de rien, quand on met une compréhension, qu'on comprend que ça nous appartient pas directement et qu'on va pouvoir faire un travail dessus, il y a une espèce de d'apaisement, de soulagement qui fait du bien. Et le fait de communiquer à l'autre, voilà. C'est difficile entre nous en ce moment parce que je suis très jalouse et en fait je suis en train de comprendre que je suis très liée à toutes les histoires de trahison, de tromperie parce que ça en voit beaucoup, qu'il y a eu dans mon histoire familiale et donc ça a ancré en moi une peur de me faire trahir, une peur de me faire tromper, une croyance que les femmes sont comme ci, une croyance que les hommes sont comme ça. J'en ai conscience et j'ai envie de travailler dessus. Et d'avoir cette discussion entre couples, c'est génial. Parce que du coup, l'autre en face a beaucoup plus d'empathie quand les blessures de son conjoint ou sa conjointe sont réactivées. Ça veut pas dire que ça va glisser sur lui, qu'il va se dire « Allez, c'est ces héritages transgénérationnels, je passe au-dessus. » Mais je trouve quand même que d'avoir ce regard-là, ça apporte une espèce d'empathie où, ok, on est conscient que là, c'est ces blessures qui sont en train d'être activées, que finalement... elle est pas en train de me juger directement, elle est blessée et c'est ça qui est en train de s'exprimer, par exemple, tu vois. Donc ça apporte une espèce d'empathie dans le couple, une espèce de compréhension de ce qui se joue. Tu sais, c'est un peu comme voir l'enfant blessé. On parle beaucoup d'enfants intérieurs, etc. C'est un peu, moi je dis toujours, quand vous voyez votre parent, quelqu'un, etc., qui est dans sa colère, dans ses répétitions, qui vous active un petit peu, essayez de voir le petit enfant blessé à l'intérieur. Des fois, ça fait redescendre, quoi, de se dire... En fait, s'il pète un câble sur tel sujet, s'il est toujours en colère, c'est sa part blessée à ce moment-là qui s'exprime. Ça veut pas dire qu'on doit tout accepter et pas poser ses limites, mais dans un couple qui a envie d'être ensemble, qui a envie d'avancer ensemble, ça aide d'avoir vraiment ce regard-là. Donc, on fait un travail personnel et on comprend pourquoi l'autre agit comme ça, pourquoi est-ce qu'on agit comme ça. On en parle, on déconstruit ensemble et ça, je trouve que c'est génial. D'accord. Et est-ce que tu penses du coup que si, avant de se mettre en couple, si ce travail il est fait, est-ce que ces blessures transgénérationnelles, elles peuvent être évitées et éviter justement de se perpétuer aux générations futures, ou est-ce que malheureusement, vu que c'est, parce que tu as parlé d'ADN, malheureusement, vu que c'est ancré dans notre ADN, forcément, il va y avoir une présence qui va s'activer par un certain comportement. Donc, est-ce que c'est inévitable ou est-ce que c'est évitable? On a besoin de l'expérimenter pour comprendre qu'on l'a. Donc, il y a un moment où on a besoin de s'y confronter et d'expérimenter pour comprendre que, ah tiens, là, il y a un problème. Ah tiens, ça fait 3 fois que je tombe sur le même type de personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La vie est géniale parce qu'elle nous donne des devoirs et elle nous montre à chaque fois, tiens, regarde, t'as pas compris, allez, bim, tu vas revivre la même chose. T'as toujours pas compris, bim, et puis maintenant, c'est encore un niveau au-dessus. Des fois, ça va un peu crescendo comme ça. Et c'est dur, hein, parfois à vivre. Il y a des choses qui sont terribles à vivre, mais c'est comme si c'était une invitation à dire, ok, là, ça fait 3 fois que je le vis, le truc. Il m'a fallu 3 fois peut-être pour prendre du recul et me dire, tiens, je comprends qu'il y a un schéma répétitif. Est-ce que j'irais pas essayer de mettre une compréhension dessus et de voir ce que ça cache? Tu vois, donc c'est vraiment la vie qui vient t'activer un petit peu là-dessus. Et puis, je pense aussi que travailler sur les relations amoureuses quand on est célibataire, déjà, c'est très bien parce que on a besoin d'être
en paix avec soi-même, par exemple des problématiques de dépendance affective qui sont très liées à l'estime de soi, est-ce que je me suffis, comment je m'aime, etc. Tout ça, c'est hyper important de travailler. N'attendez pas d'être en couple pour le travailler. Donc, on a besoin, évidemment, de travailler sur notre propre terreau, notre propre jardin à nous, même si on n'est pas en couple. Mais il y a probablement des choses qui ne se révéleront que dans la sphère du Quand couple. on sera en couple, Parce que quand on est tout seul, on n'a pas le miroir en face de nous qui vient nous piquer là où ça fait mal. Et parce que même quand on essaye de mettre des compréhensions sur ce qu'on vit, nos émotions, on a tous ce que j'appelle des angles morts. C'est-à-dire qu'on est nos pires propres thérapeutes, tu vois. Parce que on va pas aller directement là où ça fait mal. C'est toujours l'inconscient qui essaye de nous, tu vois, de nous garder là où c'est ok. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de se faire accompagner parce que on a quelqu'un de neutre en face de nous qui va pouvoir nous guider là où on n'avait pas trop envie d'aller. Mais là où c'est plus intéressant de travailler. Ta dernière phrase, je trouve qu'elle est hyper importante parce que on entend très souvent, nous, dans nos émissions, on a pas mal de personnes qui nous disent, tu vois, qu'elles vivent des schémas qui se répètent. Et c'est vrai que de dire qu'il faut se faire accompagner, qu'il faut se faire aider, ça peut un peu culpabiliser la personne de se dire, mais en fait, j'ai un problème. Comment ça se fait que je tombe toujours, tu vois, sur le même type d'homme, ou comment ça se fait que je suis toujours dans la même situation. Et je trouve que ta dernière phrase, elle est hyper importante parce que de se faire accompagné de comment dirais-je, d'identifier, enfin moi je dirais même de se connaître en fait, de connaître aussi son background et son passif au niveau de la famille, ça peut aider potentiellement pour déjà être bien avec soi et ensuite pouvoir se mettre dans une relation et vivre des situations qui peuvent un peu nous déstabiliser de manière confortable parce que tu vois, quand je t'ai posé la question, est-ce que tu penses que c'est ce qui fait que les couples aujourd'hui ne fonctionnent pas? Nous, de ce qu'on entend, il y a beaucoup de... Mais en fait, les couples aujourd'hui ils ne tiennent plus. Et en fait, on se pose la question, on se demande pourquoi les couples ne tiennent plus. Est-ce que c'est parce que chacun a des attentes, tu vois, qui sont trop élevées, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond? Et tu vois, les blessures un peu transgénérationnelles, ce qu'on a un peu dans notre passif, ça pourrait peut-être expliquer que des personnes se sentent prêtes, se sentent plus ou moins construites, mais que malheureusement c'est pas encore ça et qu'il faut un petit peu travailler sur ce qui manque, quoi. Et puis ce qui est très intéressant, moi que je remarque au niveau des mouvements de société, etc., c'est que en transgénérationnel, en psychogé, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'on est particulièrement lié aux générations de nos grands-parents à chaque fois. C'est pas une vérité figée exacte, tu vois, mais en général, la génération qui est la plus intéressante, c'est celle de nos grands-parents. Et donc quand on regarde les mouvements actuels, qu'est-ce qu'on a? On a un féminisme qui est hyper fort. Et cette génération très féministe, quand tu vas regarder les grands-parents, c'était des femmes qui n'avaient pas beaucoup de droits. Oui, ils restaient ensemble, mais est-ce qu'ils étaient heureux? À l'époque, il y a des époques, le divorce, la question se posait même pas. Tu vois, donc, à quel point la femme pouvait prendre sa place dans le couple? Est-ce qu'elle était vraiment heureuse d'être femme au foyer, de pas travailler? Est-ce qu'elle était heureuse de ne pas avoir à une certaine époque de compte en banque, de droit de voter, etc. Enfin, tu vois. Et donc, c'est comme si maintenant, il y a une réaction de des fois les réactions peuvent être même violentes parce que c'est une manière d'essayer de réparer, tu vois. Donc c'est quand même une preuve qu'il y a un lien transgénérationnel parce que c'est pas apaisé encore. On voit qu'il y a des mouvements féministes où il y a de la colère, il y a vraiment un besoin de se rebeller contre cette espèce de mémoire de on a été trop entravé, etc. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. Et maintenant je vois aussi le retour, la mouvance des tradwives, la mouvance de l'homme alpha. Oui. Donc tu vois, il y a vraiment le truc, la loyauté. Et hop, on revient comme nos grands-mères avec le petit habillé en cuisine, tradwife, etc. Hop, on revient sur la mouvance de l'homme alpha qui est là pour diriger la maison. C'est lui qui ramène l'argent et la femme, elle est mieux en cuisine. Enfin, tu vois, moi, ça me fait toujours sourire de voir ce genre de choses parce que on voit les loyautés, en fait. On voit des espèces de mouvements de loyauté qui reviennent comme ça. Et c'est hyper intéressant de constater ça. Donc, oui, aujourd'hui, par exemple, les femmes ont de plus en plus envie d'être libres, etc. Les hommes peuvent avoir peur de l'engagement toujours. Les femmes, maintenant, commencent de plus en plus à avoir peur aussi de cet engagement parce que
dans l'inconscient, on se souvient aussi de ce que c'était. Et eux, par exemple, une grosse problématique qu'on retrouve chez les hommes dans le sein du couple, encore une fois, j'en fais pas une généralité, mais c'est des choses qu'on voit souvent, c'est que un homme, pour être valable, entre guillemets, capable en couple, il doit avoir une situation professionnelle. Il doit être en capacité d'avoir un certain statut professionnel. Et ça date de quoi, en fait? À l'époque, c'était les grands-pères, les arrière-grands-pères, c'était eux qui bossaient et c'était la femme qui restait à la maison. Donc, tu vois, il y a ce tiraillement de qui j'ai envie d'être et en même temps de tout ce poids transgénérationnel qui dit que tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, etc. Mais après, qu'est-ce qui est le plus fort du coup? Juste pour conclure, qu'est-ce que le plus fort? Est-ce que c'est l'ADN et le transgénérationnel ou est-ce que c'est la société dans laquelle tu vis? Parce que malheureusement, si j'arrive bien à comprendre, on essaye un peu de se conformer à une société qui nous dit qu'il faut être comme ci, qu'il faut être l'homme alpha, qu'il faut être la femme au foyer. Mais si dans notre génération, nos arrière-grand-mères ou tu vois, si elles n'étaient pas comme ça et si dans notre ADN c'est pas ce qu'on est, au final, tu vois ce que je veux dire? On se casse la bouche. Donc en fait, qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que c'est l'ADN? Moi, ce qui se passe dans la société est un reflet de ce qui se passe dans notre transgénérationnel. Quand tu regardes l'histoire vraiment de manière lointaine, il y a toujours des périodes de restriction et des périodes de liberté totale, les années 60, etc. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça où on a été restreint, c'était rigide, c'était strict, et après on a tout envie de faire péter, etc. Et puis hop, ça revient. Pour moi, la société met en lumière ces espèces de tout d'un coup on est en rébellion par rapport à ce qu'on a vécu, etc., etc. Donc, je trouve que c'est assez parlant du transgénérationnel aussi, de voir comment les mouvances de société, les courants, etc. Comme ce fameux féminisme qui est quand même un sujet de société, tu vois, aujourd'hui. Comme aujourd'hui, oui, on libère la parole sur tous les abus sexuels, etc. Enfin, moi, quand j'accompagnais en psychogénéalogie, c'est un truc, les abus, c'est quelque chose que je voyais énormément. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ressort comme ça? Il y a certaines personnes qui disent oui, ça y est, maintenant c'est la mode, on en entend partout, mais parce que ça y est en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre et des histoires comme ça, il y en a beaucoup qui emportent. Il y en a beaucoup malheureusement qui sont en train de répéter des choses et qui disent stop en fait. Maintenant ça s'arrête avec moi parce que ce qui est bien avec la psychogénéalogie, c'est que Anne Ancelin Schutzenberger qui a amené la psychologie dans les années 80, elle parlait d'un relais de patates chaudes dans l'histoire familiale, dans les générations. C'est-à-dire qu'on a la patate chaude et soit qu'on la refile, on la prend, soit on la refile à la génération suivante, tu vois. Et donc l'idée c'est que quand ta patate chaude, tu la gardes, tu mets de la conscience dessus, tu fais le travail, ça peut s'arrêter avec toi. Et donc c'est cool pour les enfants, les petits-enfants, les nièces, les neveux, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire cesser, en fait, des transmissions qu'on peut arrêter. Et nous, aujourd'hui, on est dans des générations où on a beaucoup plus conscience avec le développement personnel. Alors, il y a à boire et à manger dans tout ça, mais en tout cas, on est les générations qui prennent conscience qu'on a des émotions, qu'on peut avoir un inconscient. Avec la psychologie, maintenant, on sait qu'on a un inconscient, etc. Donc, il y a quand même un nettoyage qui se fait et ça, c'est chouette. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses à mes questions. Si jamais il y a des personnes qui aimeraient te parler ou même faire un accompagnement, du coup, comment ça pourrait se passer? Ils peuvent te contacter via Instagram ou sur ton site internet? Alors moi, je suis surtout sur Instagram, sur mon compte principal By Esprit Naturel. Jennifer Bangio, en psychogénéalogie, on me trouve sur Instagram. Je fais plus aujourd'hui d'accompagnement individuel, je forme à la psychogénéalogie. Il y a un travail personnel qui est fait, mais vraiment, moi, je forme à la psychogénéalogie. Mais voilà, si quelqu'un cherche un accompagnement, j'ai aussi plein de personnes que j'ai formées, donc je peux toujours transmettre à ce niveau-là. Et puis, je propose toujours des outils gratuits, des initiations gratuites. Donc, pour ceux qui ont envie de comprendre un peu plus, parce que c'est vrai que je pourrais en parler des heures, mais qui ont envie de comprendre ce que c'est vraiment le transgé, la psychogé, etc., il y a toujours des outils que je propose pour ça. Super. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Jenny, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que tout ce qu'on s'est dit, ça aura pu vous aider et peut-être vous faire réfléchir un peu à ce que vous vivez en tant que personne solo ou même en tant que couple. Donc, on mettra bien l'Instagram et même le site internet de Jenny. Comme ça, si vous avez des questions,
on vous invite à la contacter. Mais en tout cas, merci beaucoup Jenny. Merci Amandine, merci à toi, c'était top. On te souhaite une très bonne évolution dans ta carrière professionnelle et pourquoi pas, on pourra se revoir sur un prochain épisode pour te reposer d'autres questions. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.